Bonjour, bonjour. Eh bien, écoutez, aujourd'hui, je vous parle d'un film japonais, Aristocrats. Je sais pas si on dit Kratz, mais bon, pourquoi pas. Voilà, c'est un film signé Yukiko Sode. Alors, Yukiko Sode, et il est actuellement, évidemment, dans tous les très bons cinémas. Je parle pas des endroits où on vend du popcorn, n'est-ce pas? Je parle des cinémas, du vrai cinéma, où on parle de cinéma, tout simplement. Donc, Yukiko Sode, eh bien, peut-être que vous ne le savez pas, mais c'est une femme. Et donc, c'est vrai qu'on peut se dire, elle va nous parler des femmes. Dans son Japon natal, et dresser un portrait de la société du Japon, surtout celle de Tokyo, avec la séparation très nette entre les aristos, puisque le film s'appelle Aristocrats, et la classe sociale moyenne, voire paysanne, provinciale. Bon, nous c'est à Tokyo. Écoutez, honnêtement, quand vous regardez son histoire, elle pourrait très bien être ailleurs, en France aussi. Peut-être quand même, je mettrai un petit bémol. Moi, j'ai constaté qu'en France, les rapports entre les aristos, sauf qu'ils se présentent pas comme étant des aristos, mais ceux qui ont, on va dire, la vertu aristocratique, eh bien, sont assez sympas avec leurs manants, si je puis dire. C'est beaucoup plus cordial. Je pense que les rapports qui sont beaucoup plus difficiles, c'est plutôt entre les petits chefs, vous savez, et le bon peuple. Parce qu'au fond, les petits chefs, ils sortent du peuple et ça leur rappelle d'où ils sortent, justement, et quelquefois, ça les agace un peu, mais enfin bon, bref, c'est pas le sujet et nous n'allons pas généraliser. Alors, Yukiko Sode, ou Sode, enfin je sais pas du tout, je ne sais pas parler japonais, nous raconte l'histoire de Hanako, donc cette jeune fille qui dans cette société de Tokyo, eh bien l'objectif, quand on est une jeune fille, on doit épouser un homme pour le servir et procréer. Voilà, vous voyez, c'est l'objectif. Et donc, la réalisatrice veut nous montrer le carcan qui submerge Hanako, et comme elle a très peur, au fond, c'est ce que j'ai cru comprendre dans le film, elle a peur qu'on ne comprenne pas. Moi, ce que je reproche un petit peu dans le film, il y a des tas de séquences qui redisent, qui remontrent la même chose. Alors attendez, je vous ai dit ça, mais je le redis encore un peu autrement, mais quand même, etc., etc. Donc, c'est fini par, on se dit, et je pense qu'elle prend les Français peut-être, ou en tout cas les spectateurs un peu pour des crétins. Alors c'est toujours un peu gênant, vous voyez. Donc c'est un film qui, de mon point de vue, du coup, manque de rythme. C'est un film qui se traîne. Mais bon, le sujet est quand même intéressant. Je veux dire, ceux qui ne sont pas attachés complètement à l'écriture cinématographique, ils trouveront leur bonheur. Alors, il y a quand même aussi un petit souci, mais de mon point de vue, c'est-à-dire au démarrage, et ça c'est pas du tout la faute de la réalisatrice ni de la faute des comédiennes, mais j'ai eu un peu de mal au début à pas mélanger les héroïnes. Je trouvais qu'elles se ressemblaient toutes. Bon, voilà. Alors au bout d'un moment, bon, ça va un peu mieux. Donc ça y est, on a remis qui, quoi, comment, quoi, qu'est-ce, et donc ça va beaucoup mieux. Mais c'est vrai qu'un peu au début, je dois avouer que j'ai un peu pataugé. Bon, alors. Ce que je reproche dans le film, c'est non pas le sujet, comme toujours, mais c'est la façon de raconter. Je trouve que c'est très pesant. Parce qu'au fond, quand on y regarde mieux, voyons les premières images. Il y a un Tokyo qui est filmé comme une vitrine, avec des cases où les gens sont calfeutrés, quelques points lumineux, comme ça, dans des barres d'immeubles. Et les images sont accompagnées d'une musique sourde, un peu comme presque menaçante. Donc, immeuble vu de droite à gauche par le regard d'une jeune femme qui est dans une voiture, c'est donc Hanako. Elle est dans un taxi. Alors, moi d'abord, ça m'a troublée parce que c'est là que je me suis dit on tourne en numérique, parce que quand on tournait en cinéma, on faisait toujours des panoramiques de gauche à droite. Pourquoi ? Parce que quand on faisait un panoramique de droite à gauche, avec l'objectif qui tournait, ça faisait de la stroboscopie, et donc vous aviez les panoramiques de droite à gauche qui n'étaient pas très fluides. Alors donc c'est pour ça à chaque fois ça m'épate de voir un panoramique de droite à gauche. Bon, les temps sont révolus, mais en même temps de droite à gauche c'est aussi l'écriture des Japonais. C'est ou de haut en bas, de bas en haut, je sais plus. Enfin bon, et puis de droite à gauche. Bon, donc voilà, il y a peut-être quelque chose de cet ordre. Enfin peu importe, c'est pas très grave. Et donc cette jeune femme est donc dans sa voiture, un taxi, Hanako. Et quand elle est dans cette voiture, sorte de microcosme, un appel lui demande, un appel téléphonique, elle répond « Où es-tu » Bon, eh bien, on saura plus tard d'où elle vient. Elle est au fond dans un habitacle et elle regarde des immeubles, des cases, des cubes,
Donc ça veut dire que d'emblée, vous sentez que dans ce film, on va parler d'enfermement, de fermeture. On est aussi bien en intérieur qu'en extérieur et tout ça est extrêmement fermé. Alors elle arrive donc chez sa famille. Nous sommes en 2016, c'est nettement écrit sur l'image, jour de l'an, repas de famille. Les voix parlent plus bas, et c'est là qu'on s'aperçoit qu'il y a quand même une nuance entre ces aristocrates et le petit peuple, si je puis dire, puisqu'il y a une serveuse qui sert à table, et bien dès qu'elle est dans la pièce, les voix se taisent ou parlent très très bas. On ne veut pas mélanger ces histoires à celles de la serveuse. Alors, Hanako arrive en retard. Et pourquoi ? Je vous le disais à l'instant, parce on va comprendre pourquoi. Comme elle doit absolument épouser quelqu'un, parce qu'on trouve que maintenant elle est en âge où elle devrait se marier, eh bien on lui crée des rendez-vous avec des jeunes gens, et donc là elle revient justement d'un rendez-vous galant, et elle annonce au repas qu'il a mal tourné. Nous verrons par la suite, c'est le rôle que lui ont donné sa famille, courir les rendez-vous galants pour dégoter un mari. Vous voyez, c'est formidable comme entreprise, c'est génial. Et donc, on s'aperçoit qu'on peut penser que cette Hanako, elle n'est pas complètement aussi soumise qu'elle en a l'air, malgré son visage baissé, comme savent le faire les Japonais, etc. Parce que déjà, elle arrive en retard à un repas familial. Là, faut oser. Enfin, je ne sais pas, quand on est vraiment dans des carcans aussi terribles, il y a quelque chose qui est quand même une indiscipline d'une certaine façon. Donc elle arrive en retard et elle va en plus tard dans le film, on le verra, quand elle va trouver un jeune garçon qui pourrait être son mari, elle va découvrir qu'il a une maîtresse. Elle ira voir cette maîtresse. Ça, c'est quand même quelque chose qui ne peut être que japonais, je crois. Enfin, je veux dire, c'est quand même très rare de voir une femme qui va rendre visite, si c'est pas pour la gifler, pour aller voir la maîtresse du mari, quoi. Vous voyez, bon. Enfin bon, voilà. Peut-être qu'on n'a pas le même regard français, japonais, etc., etc. Bref, le film se compose en chapitres. Alors, ça aussi, c'est quelque chose qui est très nouveau. Ça fait plusieurs fois que je vous parle d'un film récent, qui sont sur les écrans actuellement, et ils sont chapitrés. En plus de ça, alors là, franchement, je sais même pas pourquoi ce film est chapitré. Ça n'apporte strictement rien. C'est pour ça que je m'inquiète beaucoup, parce que je crois qu'aujourd'hui, on comprend de moins en moins le cinéma. Le cinéma culturel, j'entends. Alors, quand c'est chapitré, ça fait penser à un livre. Ah, ça va. Le livre, je comprends. Oui, on sait parce que c'est quand même une. Voilà, on va se dire que c'est quand même plus ancien que le cinéma. Alors, on comprend. Et il y a plein de mots comme ça qui deviennent obsolètes dans la culture d'aujourd'hui. C'est un peu gênant. Alors des chapitres, je vous le disais, qui n'apportent rien. En effet, je vais vous citer pour s'amuser un peu le titre des chapitres. Le premier, c'est Kyoto. Dites donc, ils ont bien fait de nous le dire parce qu'on n'avait pas compris. Bon, d'accord. Deuxième chapitre, l'extérieur. Alors là, c'est encore mieux. Jour de l'an 2017. Alors là, c'est formidable. Vous n'avez pas compris qu'on était en extérieur. Bon, troisième chapitre. Rencontre fortuite. Alors là, si on n'enfonce pas des portes ouvertes, faut m'expliquer. Et enfin, quatrième chapitre, le mariage. Écoutez, je veux dire, j'ose pas trop rire parce que le film a quand même des qualités. Voilà. Alors je ne sais pas. Est-ce que c'est pour accentuer les étapes? Est-ce que c'est pour alourdir les étapes? J'en sais rien. Mais bon, voilà, je m'interroge. Alors, d'emblée, si Hanako cherche pour mari un homme normal, je cite parce que c'est ce qu'elle cherche, sa sœur quand même lui affirme, et je cite, « La vraie vie, c'est pas comme dans les films. » Alors c'est pas mal comme idée. Ça veut dire que tout d'un coup, on nous rapproche, on nous remet dans la réalité, et que justement, on y revient toujours à cette idée qui me hante aujourd'hui. On ne veut plus rêver, on ne veut plus d'imaginaire, on veut être... Bon, mais attendez, je pense que c'est quand même intéressant de rêver. C'est comme ça, c'est par le rêve, l'imaginaire qu'on avance. Bon, bref. Hanako, donc, je disais tout à l'heure, elle n'est pas aussi coincée qu'on pourrait le croire. Parce qu'elle a pour amie, elle, ça la dérange pas, une jeune provinciale, et elle-même a une amie qui est une violoniste. Ça veut dire qu'elle fait même des concerts. Donc, il y a une sorte de liberté comme ça chez ces femmes qui n'est pas apparente,
Mais bon, elles savent, comme les hommes travaillent, ils sont là, ils se prennent au sérieux, etc., etc. Les femmes se regroupent un petit peu entre elles et elles ne font pas de différence entre l'aristocrate et la provinciale. Donc, il y a 4 amies, IES, un quatuor de femmes, donc très sympathiques et qui, en dépit de leurs conditions, sans esbrouffe, mais de façon déterminée, vont aller de l'avant et faire ce qu'elles veulent. Ce qui est d'ailleurs le cas pour toutes les femmes qui décident d'avancer. Je trouve que c'est intéressant parce que ça va un peu en désaccord avec ce qu'on nous rabâche. Ah, les femmes sont martyrisées, etc., etc. Bon, attendez, quand une femme a très envie d'avancer et de faire des choses, on l'arrête pas. Hein. C'est pas un homme qui va l'arrêter. Je veux dire, attendez, voilà. Donc je crois que il faut pas attendre d'avoir la bénédiction des uns et des autres pour faire des choses. Donc, et là, je pense que donc ces 4 femmes, elles décident d'avancer, et peu importe les classes sociales dont elles sont issues. Alors, la réalisatrice nous montre bien les 2 univers, mais je trouve aussi que là, pour bien nous faire comprendre, c'est un peu caricatural. Vous avez notamment les aristos, extrêmement coincés, dans des lieux élégants. Et quand elle veut montrer que des endroits un peu plus relax, avec des gens du peuple, eh bien, notamment les bistrots, c'est des tavernes. Et alors là, on ne sait pas pourquoi, mais alors les hommes sont forcément grossiers, vulgaires. Et quand il y a un plan sur les WC, alors c'est franchement dégueulasse. Alors bon, voilà, écoutez, je pense qu'on peut être sans un rond et être propre. Hein. Oui. Alors c'est fini quoi ce temps-là. Enfin, je veux dire, c'est vrai qu'on peut être aussi affreux, sale et méchant. Il y en a d'autres qui l'ont dit et ça peut exister. Bon, enfin, bon, voilà, vous voyez, donc voilà, on nous le souligne 3 fois. Bon, bref, donc ça, moi, c'est le genre de truc qui m'agace un peu. Enfin bon. C'est comme souvent, on voit des intérieurs de gens pas très fortunés, ça manque de goût. Bah attendez, arrêtez, on peut avoir pas un rond et avoir du goût, quoi. Bon, voilà. Donc faut arrêter avec ces poncifs. Bref, passons. Et donc, ce qui est quand même amusant, c'est que dans cette communauté de jeunes femmes, bien qu'elles courent les rendez-vous galants pour trouver un mari, comme l'indique leur famille, eh bien, elles rêvent quand même au prince charmant. Et quelquefois, on entend même quelqu'un qui dit « Mais l'homme de ta vie existe ». Vous voyez, on pense que dans la nature, il doit bien y avoir quelqu'un qui correspond à nous, quoi. Voilà. Mais je le répète, il y a dans Hanako une certaine liberté, de l'audace. Et notamment par la façon même dont elle s'habille. Il y a un moment, elle va à un rendez-vous galant. Sa famille, d'ailleurs, la regarde très bizarrement parce qu'elle a mis une petite jupe plissée rouge, formidable, enfin pas courte mais longue, mais vraiment, sensuelle malgré tout, et un pull marin. Voilà. Donc elle a une espèce de modernité comme ça dans la façon dont elle s'habille, qui est assez sympa. Mais alors que ces femmes ont une sorte de liberté comme ça entre elles, devant le prétendant, le dialogue est franchement sans intérêt. Et ils savent pas quoi se dire parce qu'elle se retrouve devant donc un promis. C'est le métier qui l'intéresse. Elle dit oui parce qu'elle dit je crois que vous êtes conseiller juridique, voilà. Et le dialogue, il est surtout plein de silences, mais alors des silences vides. Ils n'ont rien à se dire, quoi. Et ça se termine malgré ces silences. Ils se disent bon dans le fond pourquoi pas, il faut que j'épouse. Donc ça se concrétise notamment par le jeune garçon qui va demander en mariage. Et il a même la bague de fiançailles dans la poche, vous voyez, donc il est prêt à tout. Et en plus de ça c'est très intéressant parce que c'est la bague de fiançailles de sa mère à ce garçon. Et quand il la met au doigt de la jeune fille, de Hanako, elle est trop grande. Alors là aussi c'est intéressant parce que ça rajoute un petit peu aux classes sociales, parce qu'il se trouve que le jeune homme qu'on lui a promis, il est encore dans une famille encore plus riche et plus importante que celle de Hanako. Pourquoi ? Mais parce qu'il y a dans la famille des politiciens. Alors là on est au top du top du top. Voilà, pognon, pouvoir, c'est génial. Bon alors bref, ce sont les rapports hommes-femmes qui sont abrupts. Ils n'ont rien à se dire. Ils n'ont rien à se dire. Et même quand Hanako demande à son futur mari, qui s'appelle Koichiro, à un moment, alors qu'ils sont mariés, elle lui demande « Mais parle-moi de tes rêves, de tes pensées ». Alors là, il ne sait pas quoi répondre, c'est pour vous dire. Et après un blanc, un beau silence, il dit « J'assure la relève ». Écoutez, c'est formidable. Vous voyez, on n'est pas dans le rêve, quoi. Voyez, j'assure la relève, voilà. C'est-à-dire, je vais continuer le job de mon père, je ferai de la politique aussi, et je ferai un môme. Bon, voilà. Donc, c'est quand même passionnant. Et donc, les images
je pense quand même que donc, vous l'avez compris, je trouve pas ce film réussi à 100%, mais j'y trouve des choses très délicates, comme peuvent le faire les Japonais, et notamment, je trouve qu'il y a quelques images qui suscitent un peu de poésie. Eh bien, ces images, de mon point de vue, c'est des images de pluie. Et c'est une pluie qui est très bien filmée, c'est très beau, et c'est une pluie que l'un comme l'autre, c'est-à-dire Hanako comme Koichiro, aiment. Ils aiment la pluie. Et je pense que c'est très important, parce que c'est leur rêve commun. Ils ne peuvent pas mettre des mots sur ce rêve. Mais, inconsciemment, la pluie, c'est une sorte d'idéal de pureté, hors d'une convention sociale. Ils se plaisent sous cette pluie qui les arrose, qui les purifie, qui les débarrasse au fond de tout ce qui nuit à leur être, c'est-à-dire tout ce côté sociétal. Et Hanako va prendre son envol en sortant dans des quartiers qu'elle ne connaît pas. Elle va passer sur un pont, sur lequel il y a d'ailleurs des inconnus, qui rient de l'autre côté, qui lui font des signes, et elle répond, signe de reconnaissance, des femmes libres qui s'amusent, qui marchent dans les rues. Et voilà, il y a toute une sorte de choses, elle va même, d'ailleurs quand ça n'ira plus, elle aura été mariée, elle va finir par divorcer. Et ben voilà, elle va se libérer et elle va même réussir à avoir une idée, elle va manager son ami violoniste. Mais, et c'est l'essentiel du film, la rencontre avec Koichiro, donc ce jeune homme, à la fin, là il y a un très très beau plan, ils ont donc divorcé et le hasard fait qu'ils se rencontrent et là, par la réalisation cinématographique, avec des chants contre chants, avec un tempo assez lent, alors que j'avais pas trouvé qu'il y avait de rythme avant. Là, il y a quelque chose, ils se regardent, et ça révèle, dans ces plans, dans cette dernière séquence, une vraie attirance qui est filmée justement par la réalisatrice, en chant contre chant, assez long, et ces silences-là, alors que au début, quand ils se rencontrent pour la première fois, les silences sont vides, il n'y a rien, on s'ennuie mortellement. Là, en revanche, il y a des silences, mais ils sont pleins de sens et d'attirance l'un pour l'autre. Il y a une énergie qui se réveille et l'amour peut se révéler lorsque les deux sont libres de leur choix de vie. Ça, c'est quand même intéressant à méditer, n'est-ce pas? Voilà, ce serait peut-être un sujet à donner aux élèves qui vont passer le bac philo. Alors, tout cela est magnifique, mais ce que je reprocherais un peu au film de Yukiko Sode, de mon point de vue, je le répète, ça n'est que mon point de vue, c'est un peu trop démonstratif. Et ça peut devenir ennuyeux. Un film qui n'en demeure pas moins très agréable à regarder. Parce que, je vous le disais tout à l'heure, il y a des signes qui savent, comme savent le faire les Japonais et les Japonaises. On pourrait faire la liste, bon, on ne va pas la faire maintenant, il faudrait revoir le film, s'arrêtant sur les images, mais je pense notamment à un bouquet. La mariée, quand elle se marie, elle est en blanc, et elle tient dans ses mains des glaïeuls, des arômes, des glaïeuls. C'est pas n'importe quelle fleur. Parce que d'abord, j'ai entendu quelqu'un qui connaît bien la civilisation japonaise, c'est une entorse à la tradition. Donc, pourquoi? Je peux le comprendre, parce que la fleur, elle tire son nom du glaive. C'est-à-dire qu'elle a une pointe, mais elle ne pique pas. Alors Bachelard, vous savez que c'est mon dada, c'est mon maître à penser, nous parle du glaïeul comme d'un soupir, d'un sanglot. On peut même citer Mallarmé, qui associe quelquefois le glaïeul au cygne. Et il n'est pas le seul, il y a de nombreux poètes qui ont lié cette fleur au murmure d'un ruisseau. Vous voyez, ça veut dire que je me marie, j'ai là mes glaïeuls en main, etc. Donc, méfiez-vous de ce bruissement de ruisseau qui est en moi et qui pourrait peut-être tout d'un coup prendre sa place. Donc, c'est un ruisseau qui avance avec énergie vers la victoire. Donc, c'est un film plein de belles choses que je vous recommande. Un film avec des choses fines, subtiles, mais peut-être un peu lourd dans sa narration. Je trouve que c'est un peu dommage. Bon, en même temps, peut-être aussi que c'est un film pour les Japonais, pas pour les Français, je n'en sais rien. Mais ce serait dommage de ne pas voir ce film que je vous recommande. Donc, il s'agit bien de Aristocrate de Yukiko Sode et nous écoutons tout de suite la bande-annonce. 花子、私だって後継ぎにこだわってるわけじゃないの。でも、あなたもう27でしょ。本当に子供が産める年齢で結婚できるのかしら。
きましてお嬢様のお写真をお撮りさせて参ります。父がお医者様を紹介してくれることになってて、ソラレルドが好きなんです。焦ることないよ。でも私たちってそうやって育てられてきたでしょ。濡れちゃいましたね。大事な日はいつも雨なんです。港区出身で下から慶応で東大の大学院がつくよね。イケメンだし絶対に東京の人じゃなきゃダメだと思ってたんだ。違う階層の人とは出会わないようになってるの。再会したのは10年ぐらい前かな。大学辞めた時キャバクラで働いてたでしょ。何より向こうが私のことをそういう女だって区別してたから。あなたのことはこっちで調べさせてもらいました。この話進めてもらって構わないかな。夢なんかある？俺はまともに家を継ぎたいだけだよ。光一郎さんってどんな人ですか？ミキさん！Eh bien, sur ces paroles musclées révolutionnaires, donc je vous rappelle que nous nous voyons la semaine prochaine pour un autre film.